Une tombe attire les visiteurs. Saint-Pierre en la Réunion. Chaque jour des bougies et des fleurs. Des pièces et du rhum. Des cigarettes aussi. Pourquoi cet homme? Un criminel ou une légende? Il s'appelle Sitaran. Il repose ici depuis très longtemps. Plus d'un siècle maintenant. Les habitants connaissent bien son nom. Mais les archives restent muettes. La peur a transformé son histoire. Son existence fascine toujours intensément. Qui était vraiment Sitaran? La tombe garde son secret mystérieux. Au début des années 1900, la Réunion est une colonie française. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les propriétaires des plantations font face à une grave pénurie de travailleurs agricoles. La cultura sucriere domine. Ils recrutent massivement. Des hommes arrivent d'Afrique, de Madagascar, des Comores et d'Inde pour travailler dans les champs de canne à sucre. La vie y est difficile. Pendant la nuit, certaines régions restent complètement isolées. Ces travailleurs engagés viennent de très loin. Ils quittent tout pour une promesse. Une promesse de salaire et de liberté. Or, la réalité s'avère bien différente. Les contrats les lient aux propriétaires pendant de longues années. Le travail au champ débute avant l'aube. Il se termine bien après le coucher du soleil. Les coups de fouet ne font plus partie du passé officiel. Mais l'exploitation persiste sous d'autres formes. Des dettes, des retenues sur salaire, des loyers exorbitants les maintiennent captifs et dépendants. Les routes sont rares. Les villages sont distants les uns des autres. Certaines habitations se trouvent à plusieurs kilomètres de la civilisation. Pendant la journée, le soleil tape impitoyablement sur les terres rouges. À la nuit tombée, l'obscurité devient totale et terrifiante. Les familles se retrouvent seules. Les gendarmes sont peu nombreux. Le secours peut mettre des heures avant d'arriver. Dans cette solitude, les habitants développent des croyances. Ils racontent des histoires pour expliquer l'inexplicable et conjurer les peurs nocturnes qui les envahissent. Les archives l'appellent Simikouza Simicourba. Son vrai nom reste enfoui dans le passé. Sitaran devient son surnom. Son origine exacte demeure discutée par les historiens. Certains pensent qu'il naît au Mozambique. D'autres sources évoquent les Comores. Ce qui est établi, c'est son arrivée à la Réunion comme travailleur engagé à la fin du XIXe siècle. Pendant plusieurs années, sa vie reste discrète. Puis, vers l'année 1908, son nom apparaît progressivement dans les enquêtes de police locales. Sitaran travaille comme tant d'autres. Il cultive la canne. Il vit dans une case modeste. Il côtoie d'autres travailleurs engagés. Ses débuts à la Réunion ne le destinent pas à la légende. Rien ne le distingue particulièrement. Aucun document policier ne le mentionne avant 1908. Mais cette année-là, quelque chose change. Il rencontre un homme. Ce homme s'appelle Emmanuel Fontaine. Fontaine n'est pas un simple travailleur. Il possède déjà une réputation douteuse. Les deux hommes commencent à se fréquenter régulièrement et mystérieusement. Emmanuel Fontaine est un homme aux antécédents louches. Il a déjà commis plusieurs petits délits. Mais il possède quelque chose que les autres n'ont pas. Une connaissance de la région. Une audace naturelle. Une absence totale de scrupules. Fontaine fréquente les zones isolées. Il sait où trouver les habitations éloignées. Il comprend les faiblesses du système de sécurité locale. Il devient rapidement le chef non déclaré du groupe. C'est avec Fontaine que Sitaran franchira le pas vers la criminalité organisée et systématique. Le troisième homme change tout. Il s'appelle Pierre-Élie Calandrin. Ses compagnons le surnomment Saint-Ange. À lui seul, Saint-Ange incarne la dimension mystérieuse de la légende. Il prétend posséder des connaissances occultistes. Il parle de rituels secrets. De talismans protectors. De forces surnaturelles. Certains habitants le craignent davantage que les deux autres. Saint-Ange affirme que la police ne pourra jamais les attraper. Que la magia les protegera. Ces affirmations rassurent Sitaran et Fontaine. Elles les confortent dans leurs envies criminelles. Vers 1908, les trois hommes commencent à agir ensemble. Leur petit groupe reste informel. Aucune déclaration officielle. Aucune structure visible. Mais localement, des rumeurs circulent. On parle de cambrioleurs. De trois hommes qui frappent pendant la nuit. Les habitants commencent à échanger des regards inquiets. Les portes se ferment plus tôt. Les fenêtres se condamnent. Les armes apparaissent près des lits. La peur s'installe progressivement dans les habitations isolées du sud réunionnais. Les gendarmes reçoivent leur premier rapport. Des plaintes. Des accusations vagues. Des témoignages dont les auteurs préfèrent rester anonymes. Les officiels commencent à mener une enquête prudente. Ils notent les noms qui reviennent. Sitaran, Fontaine, Calandrin. Mais aucune preuve formelle n'existe encore. Les autorités avancent lentement. Pendant ce temps, les trois hommes deviennent de plus en plus audacieux.
Chaque nuit offre une nouvelle opportunité. Chaque maison isolée devient une cible potentielle. Comment la police locale pourrait-elle arrêter ce qui lui échappe complètement? Entre 1908 et 1909, les attaques augmentent en fréquence. Les 3 hommes frappent en pleine nuit. Ils ciblent les maisons des propriétaires terriens et des commerçants aisés. Ils prennent l'argent, les bijoux, les biens de valeur. Au début, il n'y a que des vols. Les habitants sont effrayés mais vivants. Puis les choses s'accélèrent. Les criminels deviennent plus violents. Ils ligotent les victimes. Ils les menacent. Certaines personnes reçoivent des coups. L'escalade semble inévitable. Chaque vol annonce un crime plus grave à venir. Au cours de l'année 1909, les attaques deviennent extrêmement violentes. Les 3 hommes n'hésitent plus. Ils frappent à coups de couteau. Ils utilisent des massues. Certains témoignages rapportent des blessures graves. Les victimes portent des marques de torture. Quelques maisons sont mises à sac complètement. Les policiers se demandent si les criminels cherchent vraiment du butin ou s'ils agissent par pure cruauté. Les habitants les plus aisés envisagent de quitter l'île. L'atmosphère devient insupportable. Les habitations les plus isolées se vident petit à petit. Puis arrive l'inévitable. Les premiers décès. Les historiens débattent du nombre exact. Certains documents citent 3 meurtres. D'autres en mentionnent davantage. Ce qui est certain, c'est que la ligne rouge a été franchie. Du vol et des violences, on passe au meurtre prémédité. Au moins une famille entière aurait été assassinée. Les archives judiciaires restent souvent vagues sur ces détails précis. Mais les contemporains n'oublient pas. Les journaux de l'époque relatent les crimes avec emphase. La population se demande: combien d'autres victimes? Qui sera le prochain? La peur gagne la population réunionnaise. Les villages deviennent des forteresses. Les portes se ferment à double tour. Les fenêtres se barricadent. Les hommes forment des groupes de surveillance. Ils portent des armes improvisées. Les nuits deviennent interminables pour les habitants. Chaque bruit suspect déclenche la panique. Les réunions publiques deviennent de plus en plus agitées. Les habitants demandent des explications. Ils exigent une protection. Les autorités admettent leur impuissance. Le gouverneur promet une action décisive. Mais comment arrêter des fantômes qui opèrent dans l'obscurité totale? C'est dans cette atmosphère de terreur que naît la légende occulte. Saint-Ange renforce son pouvoir sur les esprits. Il raconte des histoires de magie noire. Il parle de rituels protecteurs. Les habitants commencent à le craindre réellement. Quelques-uns prétendent l'avoir vu accomplir des cérémonies nocturnes. Certains affirment avoir trouvé des talismans sur le chemin. Des morceaux de tissu. Des herbes séchées. Des symboles étranges. Les croyances populaires se mélangent aux faits réels. Les criminels deviennent des êtres surnaturels. Leur pouvoir augmente à mesure que les rumeurs se propagent. Les habitants racontent que Sitaran et ses compagnons seraient invisibles la nuit, que les balles ne pourraient pas les toucher, que la police les rechercherait en vain. Certains témoins jurent avoir vu Sitaran disparaître comme du brouillard. D'autres affirment qu'il se transformerait en animal. Un léopard. Une hyène. Ces récits impressionnent les gens superstitieux. Même les éduqués commencent à douter. Après tout, comment 3 hommes pourraient-ils échapper aussi longtemps à la justice? Peut-être y a-t-il vraiment quelque chose d'inexplicable. Peut-être la magie n'est-elle pas si éloignée de la réalité. Un homme affirme avoir trouvé un talisman chez lui. Une vieille femme jure que Sitaran l'a maudite du regard. Un enfant raconte l'avoir entendu parler la nuit sans voir sa bouche bouger. Ces anecdotes se propagent rapidement. Elles deviennent des vérités incontestables. Les prêtres commencent à douter. Comment bénir une maison si le diable lui-même a marqué le criminel? Les historiens d'aujourd'hui comprennent que ces croyances reflètent surtout la peur collective. Elles révèlent aussi l'absence de rationalité dans une population terrifiée et livrée à elle-même. Malgré les superstitions, les gendarmes progressent. Ils recueillent des témoignages plus précis. Des identifications deviennent possibles. Des traces physiques sont trouvées. Les archives mentionnent des confrontations directes. Des arrestations temporaires suivies de libérations. L'enquête s'affine graduellement. Les autorités comprennent qu'elles doivent frapper vite et fort. Elles organisent une opération coordonnée. Les 3 hommes sont maintenant activement recherchés. Chaque habitation est vérifiée. Chaque mouvement suspect est rapporté. La fin de la bande approche. Les criminels le savent aussi. L'année 1909 touche à sa fin. Les forces de l'ordre local reçoivent des renforts. Des gendarmes arrivent de la métropole. L'opération finale commence. Sitaran est capturé en premier. Emmanuel Fontaine suit peu après. Saint-Ange tente plus longtemps de s'échapper. Finalement, tous les 3 sont entre les mains de la justice. Les habitants respirent.
La terreur qui a duré plus d'une année s'allège. Les 3 hommes sont emprisonnés. Les interrogatoires commencent. Les aveux sortent peu à peu. Les détails des crimes émergent progressivement. Le procès attire des foules. Des habitants viennent de loin pour assister au débat. Le tribunal devient un événement social. Les 3 accusés sont présentés au public. Sitaran est reconnu. Emmanuel Fontaine est identifié. Saint-Ange suscite la plus grande peur. L'atmosphère reste tendue. Certains témoins hésitent à parler. D'autres demandent une protection. Les preuves s'accumulent sur la table des juges. Les archives judiciaires documentent chaque jour du procès. Les journalistes prennent des notes frénétiquement. Le verdict approche inexorablement. Les victimes survivantes témoignent. Elles décrivent leur traumatisme, les blessures, La terre urbeque. les viols allégués pour certaines, les menaces de mort pour d'autres. Chaque témoignage rend les 3 hommes plus coupables aux yeux de la cour. Les avocats de la défense tentent de créer le doute. Mais les preuves sont écrasantes. Les empreintes, les témoignages corroborés, les confessions partielles. Aucune échappatoire n'existe vraiment. Les juges écoutant avec une expression grave. Ils savent que cette affaire marquera la mémoire collective pour longtemps. Enfin arrive le jour fatidique. Les juges ont délibéré. Sitaran est reconnu coupable. Il est condamné à la peine de mort. Emmanuel Fontaine reçoit le même jugement. Saint-Ange échappe au peloton d'exécution. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Cette distinction surprend certains observateurs. Mais les juges estiment que Saint-Ange n'a pas commis personnellement les meurtres. Le verdict s'affiche. Les journaux le publient. La population réunionnaise l'apprend. L'une des plus grandes affaires criminelles de l'île touche enfin à son terme juridique. Sitaran et Fontaine sont ramenés à la prison. Ils reçoivent la visite d'un prêtre. Sitaran demanderait le baptême avant son exécution. Il accepterait sa mort avec dignité. Les archives rapportent qu'il aurait fait preuve de calme. Le jour fatidique est fixé. Le 20 avril 1911. La guillotine sera dressée en place publique. À Saint-Pierre. Les officiers préparent l'appareil. Les autorités invitent les témoins officiels. La foule se rassemble. Certains viennent par morbidité. D'autres pour célébrer la justice. D'autres encore pour rendre un dernier hommage. À Saint-Pierre, la guillotine est installée sur la place publique. Les habitants se rassemblent. Certains apportent leurs enfants. C'est un événement civilisationnel. Les officiers vérifient les cordes. Ils testent la lame. Tout doit fonctionner parfaitement. Les prêtres récitent leurs prières. Les gendarmes maintiennent l'ordre. La foule grossit au fur et à mesure de l'approche de l'aube. L'ambiance est solennelle et bizarre. Personne ne sait vraiment comment réagir face à la mort d'un homme. Même un criminel. Même Sitaran. Au petit matin du 20 avril 1911, Sitaran est conduit à l'échafaud. Il marque. Il reste calme. Les historiens débattent de ses dernières paroles. Certaines sources disent qu'il pardonne. D'autres qu'il crie sa innocence. Les archives officielles restent vagues. Le prêtre accompagne l'homme jusqu'au bout. Sitaran est placé. La lame tombe. C'est rapide. Emmanuel Fontaine suit. Il résiste brevemente. Puis c'est fini. 2 hommes sont exécutés en quelques minutes. La foule reste silencieuse. Personne ne crie victoire. La mort impose le respect. Sitaran est enterré au cimetière de Saint-Pierre. Son corps repose dans une fosse simple. Aucun marbre. Aucune inscription dorée. Juste une croix de bois. Pourtant, quelques jours après son inhumation, des visiteurs commencent à arriver. D'abord curieux, puis respectueux. Ils déposent des fleurs, des bougies, quelques pièces. Les gendarmes restent interloqués. Pourquoi venir honorer un criminel? Pourquoi ce culte de la tombe? Les visiteurs ne savent pas très bien l'expliquer. Une attirance, une fascination, une superstition. Peut-être la croyance que Sitaran possède encore du pouvoir. Au fil des décennies, la tombe devient un lieu de pèlerinage. Les visiteurs augmentent en nombre. Chaque jour amène de nouvelles offrandes. Les histoires à propos de Sitaran se multiplient. Elles s'amplifient. Les exagérations deviennent des vérités. Les habitants jurent avoir entendu la voix de Sitaran la nuit. Certains affirment avoir reçu sa protection contre des malheurs. D'autres racontent que la tombe possède des pouvoirs curatifs. Les croyances syncrétistes se développent. On mélange le catholicisme avec le folklore créole. On mélange la mémoire historique avec la magie populaire. Sitaran devient bien plus qu'un criminel. Il devient une figure mythologique de l'île. Aujourd'hui, plus de 100 ans après son exécution,
Citaran demeure célèbre. Les historiens étudient ses crimes. Les sociologues analysent son culte. Les écrivains réinventent son histoire. Les touristes visitent sa tombe. Chaque personne projette ses propres interprétations. Pour les uns, c'est un criminel dont on doit se souvenir. Pour les autres, c'est un héros révolté contre l'oppression coloniale. Pour d'autres enfin, c'est simplement une légende créole. Aucune réponse définitive n'existe. Citaran illustre la capacité humaine à transformer les faits en mythes, à construire des légendes à partir de peurs, à immortaliser les monstres et les rebelles dans nos mémoires collectives.